allez faire vos études aux États-Unis, baladez-vous. Encore, il y a un peu d'Europe, mais il y a le problème de la langue. Bon, maintenant, les colloques sont souvent bilingues, anglais, etc. Mais enfin, on ne peut pas toujours... nous, notre génération n'est pas une génération très forte en langue, donc nous, on n'est pas très très bon. Donc déjà, hein, il y a vraiment une critique très forte là-dessus. Ce qui fait qu'effectivement, on encourage les jeunes historiens à se balader. Hein. Ma collègue, sa fille, elle travaille sur les jardins botaniques au XVIIIe siècle, et elle a déjà fait 1 an aux États-Unis, 1 an en Italie, et elle est à Édimbourg actuellement. Et voilà, on élargit au maximum. Et puis il y a un livre de Timothy Brook qui s'appelle Le chapeau de Vermeer. C'est cette image-là. On parle de Vermeer, hein, et tous les tableaux de Vermeer, j'aurais pu vous les mettre tous, mais bon, j'ai mis celui-là parce que... Et ce livre a profondément marqué les esprits. Il y a 2 grands historiens, en fait, de cette histoire globale. Il y a Serge Gruzinski, qui travaille essentiellement sur l'Amérique latine. Et puis, il y a donc Timothy Brook, qui est un Anglais, je crois, qui a travaillé sur le chapeau de Vermeer. Et le chapeau de Vermeer, il nous a montré que la mondialisation, il nous montre que la mondialisation ne date pas d'aujourd'hui. Parce que si on regarde, c'est un livre extraordinaire, il prend en fait les tableaux de Vermeer, il les analyse en tant qu'historien, c'est-à-dire il analyse les choses qui sont dans le tableau. Et il nous dit, ces choses-là, elles viennent du commerce. Et en fait, il en fait un livre économique de l'économie mondiale au XVIIe siècle. Le chapeau de Castor, que vous avez ici, mais qu'aussi affectionne particulièrement Charles de Gonzague, puisque j'ai trouvé ses factures, il est capable de se ruiner pour les chapeaux de Castor. Les chapeaux de Castor, ils viennent du Canada. Ou s'ils ne viennent pas du Canada, ils viennent de Russie. En général, ici, vous avez un planisphère, enfin un planisphère, si on peut dire, c'est qui représente le Canada. Déjà 2 éléments étrangers. Quelquefois, sur d'autres tableaux de Vermeer, vous avez des globes terrestres qui vous montrent l'importance. Vous avez des tulipes qui nous arrivent de Chine. Vous avez les tapis qui nous arrivent de Turquie. Donc, dès le XVIIe siècle, et bien avant, mais particulièrement au XVIIe siècle, il y a vraiment une interférence. Et il nous dit, vous ne pouvez pas continuer à faire l'histoire de France comme si vous étiez tout seul. Donc ça, c'est le travail vraiment. Serge Gruzinski a fait un livre, Quelle heure est-il, quelque part, qui montre des résonances entre l'Asie, l'Amérique latine, etc. En fait, c'est décentrer le regard. Et puis ça, c'est le premier courant. Puis il y a le deuxième courant, qui est la macro-historia, la macro-histoire, d'un Italien qui s'appelle Carlo Ginzburg. C'est le contraire, exactement. Au lieu d'englober tout, il dit au contraire, vous n'arriverez à la vérité que si vous prenez quelque chose à la loupe. Si vous regardez par exemple un village, un homme, et là vous élargirez votre compréhension du monde. Donc c'est 2 écoles qui actuellement, je ne dirais pas qu'elles se confrontent, mais elles coexistent, je dirais. Donc l'histoire actuelle, elle oscille entre donc l'histoire globale, donc décentrer le regard, étudier plutôt l'Afrique, l'Asie, et leur regard sur nous, et non pas le contraire. Et puis cette histoire du quotidien, encore des mentalités, et plus particulièrement du quotidien, effectivement. Alors bien sûr, là je vous parle de la recherche historique, mais les chercheurs, ils veulent retrouver ce qu'ils ont fait, hein, c'est quand même leur rôle, dans les programmes. Donc ils vont chercher à influencer ces programmes. Puis il ne faut pas quand même occulter, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas occulter les enjeux prosaïques. Hein. Si une partie des programmes disparaît, c'est tout un pan qui va disparaître après de la recherche. C'est le problème de la philosophie. On sait que si on enlève la philosophie dans certaines classes, on sait qu'à partir de là, il n'y aura plus de gens qui étudieront la philosophie en licence, puisqu'il n'y aura plus de professeurs, moins de professeurs de philosophie, etc., etc. Et pour nous, c'est pareil. Hein. On est en train de voir mourir l'histoire antique. Parce qu'il n'y a plus d'Égypte. Il n'y a plus d'histoire de l'Égypte. Et l'histoire de l'Égypte, c'est un vrai drame, par exemple, pour les éditeurs, qui en faisaient un fonds de commerce extraordinaire. Moi, je connais un éditeur, 50% de moins
sur les livres sur l'Égypte. Hein. C'est plus au programme. Quand vous allez voir un éditeur, vous proposez des livres pour la jeunesse, ils vous disent, est-ce que c'est au programme? C'est la première question qu'ils vous donnent. Donc si c'est pas au programme, Henri IV, c'est pas au programme. Donc, disparu. Donc ça pose un vrai problème. Donc il y a des intérêts corporatistes, on pourrait dire. Hein. L'histoire moderne est en train de la voir disparaître. Ça, pour moi, c'est extrêmement clair, hein, au profit de l'histoire contemporaine. On a des collègues, Sorelli, qui donnent comme sujet l'histoire de la basket que vous portez au pied. Les étudiants, ils aiment bien étudier l'histoire de la basket, c'est marrant, l'histoire de la Nike, par exemple, hein, ou la Pizza Connection. C'est plus amusant, évidemment, que de déchiffrer des Censiers du XVIe siècle, hein, franchement. Donc, vous voyez, donc, il y a vraiment une tendance, et on essaie de se battre aussi pour garder une recherche, parce que quand il n'y a plus de recherche, donc pour ça, on influence les programmes. Il y a bien d'autres demandes. Il y a la demande sociale. Alors, la demande sociale, elle a toujours existé. Lavis travaille sur l'Allemagne, je vous le rappelle. Lucien Febvre parle déjà en 1919 d'une histoire qui sert, d'une histoire coupable d'entretenir le nationalisme, de la revanche. Et j'ai enseigné à un moment à des étudiants allemands. À Clermont-Ferrand, on a un gros département où on a beaucoup d'Allemands. Et j'enseignais l'histoire d'Emmanuel aussi, hein, sur l'allemand, et c'était caractéristique, hein, entre la guerre de 14 et la guerre de 45, on prépare la guerre, hein. Ça, il ne faut quand même pas se faire d'illusions, hein. Donc elle a toujours existé, et dans l'esprit des politiques, l'histoire doit forger le sentiment national. Vous l'avez revu tout à l'heure, aimer la France, aimer la République. Mais il y a bien d'autres demandes qui sont apparues. Préparer donc les esprits à la reconquête de l'Alsace-Lorraine, faire découvrir les mécanismes sociaux, justifier la colonisation, justifier la décolonisation, reconnaître les génocides, entretenir la mémoire de la Shoah, entretenir la mémoire de l'esclavage. Ça, c'est le travail que j'appellerais des groupes de pression. Les anciens combattants, les juifs, les associations anti-esclavage, à chacun son époque, hein, chacun a essayé d'avoir des places dans le programme. Par exemple, qu'on parle du génocide arménien, autant qu'on parle du génocide juif. C'est ce que Pierre Nora a appelé en 2001 le problème de la mémoire. C'est un texte que j'aime beaucoup parce que je crois qu'il remet les choses à sa place. Mémoire, histoire. Loin d'être synonymes, nous prenons conscience que tout les oppose. La mémoire est la vie, toujours portée par des groupes vivants. Et à ce titre, elle est en évolution permanente, ouverte à la dialectique du souvenir et de l'amnésie, inconsciente de ses déformations successives, vulnérable à toutes les utilisations et manipulations, susceptible de longues latences et de soudaines revitalisations. L'histoire est la reconstruction, toujours problématique et incomplète, de ce qui n'est plus. La mémoire est un phénomène toujours actuel, un lien vécu au présent éternel. L'histoire est une représentation du passé. Parce qu'elle est affective et magique, la mémoire ne s'accommode que des détails qui la confortent. Elle se nourrit de souvenirs flous et symboliques. L'histoire, parce qu'opération intellectuelle, appelle analyse et discours critique. La mémoire sourde d'un groupe qu'elle soude, elle est par nature multiple et démultipliée, collective, plurielle et individualisée. L'histoire, au contraire, appartient à tous et à personne, ce qui lui donne vocation à l'universel. La mémoire s'enracine dans le concret, dans l'espace, le geste, l'image, l'objet. L'histoire ne s'attache qu'aux continuités temporelles, aux évolutions, au rapport des choses. La mémoire est un absolu et l'histoire ne connaît que le relatif. Donc je trouve que c'est un texte très intéressant parce qu'il prend aussi parti d'une certaine manière sur ces problèmes très actuels aujourd'hui, hein, sur la décolonisation, sur tout cela. Hein. Il ne faut pas confondre ce que effectivement chacun porte en nous, si je puis dire. Hein. Donc c'est le rôle des groupes de pression. Les anciens combattants, ils n'ont fait que ça pendant des années. Hein. Se battre pour que 70 particulièrement,
pour que soit reconnue la guerre de 70, qu'on en parle plus, que soit reconnue, etc. Les Juifs, à partir d'un certain moment, pas au début, mais à partir d'un certain moment, on fait cela. Hein, mais bon, ça fait partie du rôle et ça fait partie des historiens de replacer les choses dans plutôt un contexte général et une évolution générale. Il y a bien d'autres groupes de pression, les parents. Les parents, ils semblent complètement absents comme ça, mais ils ne le sont pas, parce qu'ils sont présents par le biais de la presse ou des associations. Le Figaro reprend toujours cette même croisade. En 2012, qui veut casser l'histoire de France? En 2016 ou 2017, hein, qui veut... Il y a la même... J'ai pas retrouvé la couverture sur... mais il y a eu cette couverture-là, absolument incroyable. Hein. Donc vraiment, ça revient toujours, la croisade revient. On n'apprend plus l'histoire de France. Alain Decaux a été remplacé par Stéphane Bern, ou par Laurent Deutsch. Je vous rappelle quand même que tous les deux se disent royalistes. Ce n'est pas un hasard. Et puis, il y a les enfants. Les enfants, en fait, ils n'ont pas droit au chapitre, ils n'ont pas droit à la parole, mais ils nous influencent. Hein. Ils influencent sur les programmes, tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes élèves, parce que l'idée même de pédagogie est apparue, parce que les critiques ont porté. L'histoire, c'est de la mémoire. Comment tu peux ne pas être bon en histoire, puisque ça s'apprend? C'est pas... Ce sont des dates. Hein. On a entendu ça. Hein. Donc il faut changer, il faut intéresser. Et là, je vous ai mis quelques images qui vous montrent justement comment, d'un texte érudit, on est passé à l'enfant historien, à l'enfant en herbe ou à l'enfant acteur. Ça sera un peu avant ma conclusion. Donc ça, c'est les livres des années 50, 60. Voilà, belle histoire. Alors évidemment, on a les héros, Bayard. Hein. Alors, des dessins en couleur quand même. Quelques petites choses à apprendre, c'est un livre de primaire, hein, ça. C'est un livre de l'école primaire, quelques petites choses à apprendre. Et puis, le chevalier Bayard, sans peur et sans reproche. Hein. Là, on a vraiment l'histoire de Malé Isaac qui revient, mais sous une forme un petit peu plus moderne, si je puis dire. Ah ben voilà, voilà mon Henri IV qui va visiter les provinces. Alors là, il y a Henri IV et Sully visitent les paysans. Alors, il n'y a pas la poule au pot, mais enfin, elle est presque là. Hein. C'est tout comme... Ça, c'est les années 50. Un autre livre des années 60. Ah, là, on a quand même fait un petit bond. Hein. On a Louis XIV et sa cour à Versailles. On a une gravure, Versailles, un carrosse. Voilà, quelques questions sur la gravure. Et puis on a un dessin, c'est encore de l'école primaire. Louis XIV est un grand roi. On retrouve les hiérarchies des rois. Henri III est toujours aussi mauvais. Hein. Louis XIV est un grand roi. Et il faut voir le texte, enfin, il faut le lire. Puis, on avance un tout petit peu, et voilà une autre, là c'est les années déjà 69-68, le siècle de Louis XIV. Voyons, donc Louis XIV et ses ministres, et je ne sais pas ce que ça nous apporte, on a quelques photos, hein, une petite photo de la France, quelques textes. Donc vous voyez, un grand texte quand même, un texte un peu charpenté, et puis quelques documents, vous allez voir. Les années 80, quand on parle de diachronie, hein, donc justement la nouvelle histoire, c'est ça. La nouvelle histoire, c'est des dossiers avec un document. Il n'y a plus de chronologie, il y a 17e, 18e, vivre et survivre. Et là, vous avez des tableaux en couleur, hein, pas n'importe quel tableau, des graphiques, pas si facile que ça entre nous. Hein, quelques questions. Alors bon, quand on est très critique, et qu'on est une spécialiste de l'image, les tableaux de Louis le Nain, ils me font assez rire quand on les voit souvent utilisés à l'époque de Louis XIV, alors que c'est l'époque de Louis XIII. Bon, ils ont été vraiment mis en scène, mais bon, c'est toujours mieux que rien, si je puis dire. Mais là, on est vraiment dans la nouvelle histoire. C'est la mortalité, c'est le thème vraiment de la nouvelle histoire. Ah, c'est celui-là que je vous ai montré. Voilà, là c'est très actuel. Il a quelques années, mais pas de beaucoup. Je crois que vraiment, c'est les années 2000. Ah, celui-là, il est vraiment extraordinaire. La monarchie absolue, déjà nous, on se refuse à utiliser ce texte. Donc,
la monarchie absolue, quel appétit, hein, et on a véritablement, hein, alors c'est pas encore la promenade, il y a pire. Donc on a un petit texte, ah si c'est ça, c'est parce qu'il est mal... c'est un petit garçon qui va visiter Versailles, Eustache, et qui pose des questions. Donc il y a un mélange entre le temps présent, l'actuel, et puis qui était Louis XIV, etc. Et puis de l'autre côté, vous avez un dossier, et uniquement un dossier. Et sur la monarchie absolue, vous n'avez que ça. Hein, c'est-à-dire que, en fait, l'élève est devenu acteur de son propre savoir. Et c'est en répondant aux questions, je montrerai tout à l'heure le livre de seconde, c'est en répondant aux questions qu'il doit se faire, en fait, son cours. On peut penser qu'au collège, il y a encore des professeurs. On verra tout à l'heure. Je vous ai pris le même sujet, hein, avec le livre du secondaire de La Vis en 1929, pour vous montrer. Il y a quand même la même illustration. C'est assez amusant d'ailleurs. Hein. Le nain est repris, mais vous voyez que là, il y a du texte. C'est quand même... C'est un livre de seconde. Donc, il se trouve que j'aide une jeune fille qui est en seconde actuellement. Et que, en histoire, moi, il me faut, pour faire son travail, 1h30. C'est pour vous dire si c'est difficile. Elle n'a quasiment pas de cours. Elle n'a que des questions. Je ne sais pas si c'est les cours inversés. Je ne connais pas son professeur, mais je trouve ça plus qu'étrange. Alors voilà ce que j'ai trouvé sur Louis XIV. Je voulais vous faire le cours, mais il n'y en avait pas. Louis XIV, il n'y en a pas. Il y a la citoyenneté athénienne, avec uniquement des documents et des questions. Il y a Rome, puis on va passer à l'islam, puis on va passer aux catholiques, à l'art roman, au Moyen-Âge, puis on va sauter, je ne crois pas vous l'avoir pris, non, parce que la photo n'était pas bonne. On a sauté ensuite, on saute sur les grandes découvertes. Par contre là, vous avez 3 pages sur Mexico, Tenochtitlan. Ça, alors là... puis vous sautez sur ce thème-là, la diffusion des savoirs scientifiques. Et vous avez la seule photo de Louis XIV, vous l'avez là, la seule peinture de Louis XIV. Et alors, elle n'a que ça. J'ai pas encore bien compris, hein. Elle n'a que des textes, mais des textes qui sont difficiles. Hier, j'ai fait un test d'Aristote. Je peux vous dire que j'ai passé un petit moment. Hein. C'est quand même assez étrange, hein, en seconde. Et le professeur, en fait, leur donne un polycopier avec un questionnaire et elle doit répondre en lisant, en travaillant sur les documents. Mais moi qui suis une spécialiste tout particulièrement de l'histoire, de l'analyse de l'image, ça m'inquiète parce que je me dis qu'à 15 ans, elle n'est pas capable de décrypter une image comme ça. Hein. C'est pas possible, parce qu'il y a des messages qui passent, etc. Elle va le voir au premier degré. Et ça m'inquiète beaucoup. Alors, je voudrais terminer un peu sur cela, et sur 2 thèmes, en fait. D'abord, je crois que ce que je voulais vous montrer, c'est d'abord que c'est pas nouveau qu'on critique les programmes, que quand on critique les programmes, je me demande si c'est pas au fond la pédagogie aussi qui est plus centrale et qu'il faudrait aussi, non pas critiquer, mais étudier. Hein, on nous dit tout le temps on n'apprend rien à nos enfants, mais peut-être c'est pas qu'on n'apprend rien, c'est on l'apprend différemment et que ça, est-ce que ça donne ses fruits? Ça, je ne suis pas sûre vu les étudiants que j'avais en première année à la fac, qui ne savaient pas très bien encore où on en était. Vraiment, ça me paraît être... Surtout quand je vois les livres, l'ambition des livres de seconde, et moi j'ai des doutes là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est qu'en fait, on n'apprend pas l'histoire que dans des livres, en classe, que dans les livres du secondaire. Et on a tous notre responsabilité en tant que parents, grands-parents, amis, parrains, marraines, pour faire de l'histoire différente. Hein. Et puis la télévision aussi est là, hein, et peut nous apporter... Bon, tout à l'heure, je vous ai parlé de Stéphane Bern, mais franchement, ce qu'il fait, c'est quand même pas nul. Hein. Bon, ça véhicule une idéologie, hein, mais c'est pas inintéressant. Vous, par exemple, je prends l'exemple parce que pour moi, ça me frappe à chaque fois que j'arrive dans les Ardennes, vous avez une région
Vous êtes l'histoire de France. C'est extra. Il y a trois, à mon avis, il y a trois grandes régions françaises en histoire de France. Hein. Il y a Paris, bien sûr.